s'asseoir, parce que là, on va devoir donner la parole au président du comité de gestion du Parc national de Brély, qui va souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants. Avant que nous donnions la parole aux représentants du gouverneur ici présent pour ouvrir officiellement cette école. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Honorables invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Au nom du Parc national de Moïli, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Moïli. Je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu honorer cet atelier d'école thématique sur la gouvernance partagée des aires marines protégées de l'océan Indien. Nous comptons beaucoup plus aux échanges qui auront lieu durant ces 5 jours et comptons aussi à tous les participants et les participants de l'assiduité qui nous va conduire ensemble aux résultats escomptés de ce présent atelier. Je vous remercie. Monsieur le délégué. Monsieur le Président du Comité de gestion du Parc national de Moïli, Monsieur le Directeur de l'Agence nationale des aires protégées de Comores, Monsieur le Directeur exécutif par intérim du Parc national de Moïli, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir pour l'île de Moïli, pour le gouverneur et son équipe et pour moi-même de vous accueillir et d'héberger cet important événement, l'école thématique du thème portant essentiellement sur la gouvernance partagée des aires marines protégées de l'océan Indien. Comme associer les populations pour la reconstruction de futurs durables. Mesdames et messieurs, l'honneur me soit donc, au nom du gouverneur et à mon nom personnel, de remercier l'IRD qui, dans le cadre du projet IDEM, a bien voulu collaborer avec le Parc national de Moïli pour organiser cette école thématique. Je vous souhaite ainsi toutes et à tous la bienvenue dans cet atelier de 5 jours, si je me rappelle très bien. Et vous souhaitez tous des excellents travail dont les résultats, nous, le gouvernement, comptons beaucoup plus sur vos expertises et vos expériences et nous attendons les résultats et les fruits de cet atelier pour qu'on puisse s'imprégner davantage. C'est à partir de ces quelques mots que je déclare ouverte cette école thématique officiellement. Je vous remercie. Bon, si vous permettez, je vais demander à l'assistance de prendre quelques minutes pour faire un petit tour de table afin que tout le monde puisse se connaître avant de commencer les échanges. Je vais devoir commencer par moi-même. Moi, je suis Chekidine Saïd, directeur exécutif par intérim du Parc national de Moïli. Monsieur Mohamed El Hadimadi, délégué au gouvernement de l'île autonome de Moïli, chargé du tourisme, du patrimoine naturel au niveau de l'île de Moïli. Toumani Kassimou, président du comité de gestion et du bureau exécutif du Parc national de Moïli. Moi, c'est Fouad Abdoulabi, je suis directeur de l'agence des aires protégées des Comores. Moi, je suis Benjamin Bandera, je suis enseignant à l'université pédagogique de Maputo, Mozambique. Bonjour, merci pour votre accueil. Tariq Daou, chercheur à l'IRD. Bonjour tout le monde, Georges Pastoïta, maître de conférence en anthropologie à l'université de Mayotte
et chercheuse au laboratoire de à l'Université de La Réunion. Merci. C'est Dr. Hakim Hassan, géographe et représentant au sein de l'Université de Paris. Moi, c'est Tom Chila, je suis le chef de l'opération Parc national de l'Union. Ahmed Saïd, étudiant à l'Université de Tulia et l'Université de Mayotte. Mohamed Samir, c'est à la CIM, doctorat à l'Université de La Réunion. J'ai travaillé enseignant à l'Université de Lyon et actuellement, comme dit un peu scientifique pour l'épidémie de santé comore avec plusieurs années. Nafi Bouchran, enseignant à Centre universitaire de Montpellier et doctorat en géographie dans l'Université de Montpellier. Mohamed Mindiri Sira, gestionnaire de la réserve de mission de Mohamed. Mohamed Stéphane Maki, assistant technique, projet airport au niveau du Parc national de Montpellier. Amina Rajib, agent du Parc national de Saint-Denis à Basile. Est-ce que vous pouvez élever un peu les voix, s'il vous plaît? Moi, c'est Fouad Chara, je suis agent du parc Bonjour, moi c'est Ben Salim Saïd-Boudir, écographe au Parc national de Montpellier, en étant étudiant master gestion de ressources et développement durable. Moi c'est Ben Salim, Moi c'est Aloïs Ibrahimi, animatrice du projet Madame Raina Kamada, chargée de mission développement local au Parc national de Montpellier. David Magdi, chargé de mission de Marais et Parc national de Montpellier, co-coordinateur du projet des post-sites Montpellier. Bonjour, Stéphanie Duval, chercheuse à l'UAB et co-coordinatrice de l'IDEM pour la partie Delta. Bonjour tout le monde, c'est le capitaine Saïd Benoît, chargé de mission de relations, coordination avec les forces de l'ordre et de la justice et suivi des infractions au Parc national. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Olivier, doctorant de la sociale au niveau de la Réunion. Bonjour, Sor Oudaman de l'Université de Ghana, enseignant, mention de biologie et végétale. Salam Faustinado, chercheur associé au sein de l'Institut d'études des sciences marines de l'Université et enseignant aussi. Bonjour à tous, Jean Inter, coordinateur du projet ROCOS pour l'association Noé auprès du Parc national du Montpellier. Bonjour à tous, Darcy Alberto, doctorant à l'Université d'Aix-Marseille en France. Bonjour, Gilbert David, chercheur à l'IRD, je suis co-responsable avec Nordine du chantier Île et Archipel de l'IDEM. Voilà, merci. Si le délégué, le président le permettent, nous allons devoir commencer les travaux. Le programme, c'est là-bas, et puis chaque on doit aller tous les deux. Le programme. Bon, alors, on va avoir une première introduction pour notre réunion, va se faire, et après on va avoir des cas d'études. Alors, je vais laisser chaque d'abord nous accueillir pour le parc de Montpellier et après dire un petit mot sur le pourquoi et le comment de cette école d'été.
voilà. Donc voilà, il y a pour un mètre par minute. Rebonjour à tous. Comme nous allons avoir l'opportunité de faire ces échanges aujourd'hui et dans les jours à venir jusqu'au samedi, nous allons, le Parc national de Moélie, prendre cette opportunité pour faire une brève présentation du Parc national de Moélie. Donc je voulais juste afficher cette photo pour que vous voyez un peu où est-ce que vous allez visiter durant vos jours de terrain. Donc là, c'est les îlots des Liumachon. Alors, on va vous présenter le Parc national de Moélie. Le Parc national de Moélie, c'est une aire protégée des catégories 6 des IUCN, où l'on utilise les ressources naturelles disponibles de façon durable. Alors, l'historique un peu très brièvement du Parc national de Moélie. Le Parc national de Moélie a été créé par décret présidentiel en 2001 et il avait déjà, à l'époque, il y avait déjà des objectifs qui ont été assignés au Parc national de Moélie. Il y avait aussi une vision. La vision, c'était de classer l'île de Moélie en réserve de biosphère de l'UNESCO. Et les objectifs sont là, n'ont jamais changé. Il y a un double objectif. D'abord, la conservation de la biodiversité. Ensuite, l'accompagnement des initiatives communautaires pour permettre aux communautés d'améliorer leurs conditions de vie, mais de façon durable. Alors, en 2015, lorsqu'il a été constaté que ce n'était pas possible de protéger, conserver les ressources marines et côtières, parce qu'en 2001, c'était encore un parc marin, mais lorsqu'on a constaté qu'on ne pouvait pas protéger, conserver les ressources marines et côtières sans protéger la partie terrestre, alors il a été décidé de signer notre décret et d'étendre les limites du parc national de Moélie vers la partie terrestre. Et à partir de 2015, le parc marin de Moélie est devenu parc national de Moélie. Alors, je voudrais signaler que cette vision qui a été assignée au parc marin de Moélie depuis sa création en 2001 a été atteinte à partir de 2020, parce qu'en 2020, l'île de Moélie a été classée réserve de biosphère de l'UNESCO. Alors, puisque nous sommes là pour partager nos expériences, pour parler de gouvernance partagée des aires marines protégées, il est important pour nous de vous présenter la gouvernance du parc national de Moélie. Donc, c'est une... en fait, dans le parc, il y a ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire qu'on co-gère les ressources naturelles avec nos partenaires, en l'occurrence les communautés et les autres partenaires. Alors, déjà, le parc national de Moélie est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Et le ministre, il y a quatre organes institutionnels. Le ministère de l'Environnement désigne un président qui préside le comité de gestion du parc, ce qui veut dire que le président est issu directement et nommé directement par le ministère. Il y a aussi deux vice-présidents, un vice-président communautaire et un vice-président issu du gouvernement. Donc c'est montrer vraiment l'importance et la façon participative et inclusive que l'on a d'impliquer toutes les parties concernées, d'impliquer tous les acteurs concernés, en l'occurrence le ministère, le gouvernement et les communautés métiers. Alors, il y a aussi la plateforme Chawiri, et c'est un espace d'échange qui a été créé à l'initiative du Parc national de Moélie en collaboration avec les partenaires locaux, à partir des collèges thématiques qui ont été mis en place et des travaux qui ont été effectués sous l'égide de Madame Rainati, ici présente. Merci Madame Rainati pour cet important travail.
Et à partir de là, on a mis en place la plateforme Charity, qui est un espace d'échange qui regroupe l'ensemble des acteurs de développement de l'île. D'ailleurs, le président de la plateforme, c'est le directeur au plan régional de Lomé. Alors, il y a aussi le comité scientifique qui est prévu d'être mis en place dans le cadre du décret portant création du parc national de Moïdi. Ce comité scientifique n'est pas encore mis en place officiellement. Les travaux sont en cours. On est en train de travailler avec l'Agence nationale des étrangers, avec le MAPETA, le ministère de l'Environnement, pour essayer de mettre en place cet important organe. Alors, il y a aussi la direction du parc national de Moïdi, qui dirige 46 salariés, ce qui n'est pas facile, ce qui est insuffisant si on tient compte du parc national de Moïdi, avec déjà 66 sites de pointe des tortues marines, avec 644 km, dont 472 de parties marines et 172 de parties terrestres. C'est pas évident, mais on essaie de faire avec. Alors, pour montrer un peu, là, on essaie de parler du parc national de Moïdi et de sa gestion concertée. Donc, nous faisons en sorte que c'est une approche participative et inclusive pour permettre une acceptabilité sociale de notre ALP. Donc, il est important d'impliquer les communautés et l'ensemble des partenaires pour que l'ALP soit vraiment acceptée, pour que les partenaires se l'approprient. Déjà, ce sont des images illustratives. Ici, on organise à chaque année en collaboration avec les communautés. Là, c'est avec la communauté de Wana. On organise chaque année la journée de la roussette de Livingstone. On organise aussi la journée de la tortue marine chaque année. On organise aussi la journée, bon, là c'est récent, on a commencé depuis qu'il y a le projet Paréo, les animateurs sont là, on a commencé à célébrer la journée du récif corallien. Ça aussi, c'est très important. On organise aussi la fête de la science. Ce sont des événements qui regroupent l'ensemble des acteurs de l'île. Vous voyez déjà ici, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a participé à la fête de la science. Vous voyez ici, il y avait le gouverneur qui était présent. Vous voyez là, il y a les communautés, les forces de l'ordre qui ont pris part à l'organisation de la fête de la tortue. Ce sont des événements qui regroupent l'ensemble des acteurs pour permettre justement aux communautés concernées de s'approprier ce travail de protection et de conservation de la biodiversité. Alors, pour montrer toujours un peu ce travail inclusif et participatif, nous intervenons dans les écoles parce que nous sommes convaincus que les enfants sont nos ambassadeurs de demain dans le cadre de la protection de la diversité. Donc, on intervient auprès des différentes écoles. Là, c'est dans le cadre du projet Paréo. On est formé des enseignants. Là, c'est une sortie avec des élèves pour voir un peu le problème des déchets, qui est une problématique fondamentale de la ville. Donc, ce sont des travaux qu'on essaie de faire, des animations dans les classes, des sorties de terrain. Il y a aussi la sensibilisation et l'implication des autorités politiques. Vous voyez dans la photo d'en haut, c'est une réunion avec monsieur le gouverneur et son équipe. On a aussi invité, il y avait le gouvernorat, il y a la justice, il y a les forces de l'ordre. On essaie de discuter, d'échanger, de voir comment on peut faire face justement aux problématiques qui sont dans l'île en matière de conservation et de protection de la biodiversité. Alors en bas à gauche, vous avez une réunion qui a été organisée pour sensibiliser les maires, les préfets, et il y avait aussi le tribunal de première instance de Congo qui avait pris part. Il y a, là, vous voyez, il y a le procureur de la République qui était là, qui était en train de sensibiliser les gens sur le respect des textes réglementaires en matière de gestion de protection de la biodiversité. Et c'est vraiment montrer combien nous essayons de faire un travail participatif et inclusif pour faire en sorte qu'il y ait cette acceptabilité sociale. Alors, voilà, ce sont des réunions publiques dans les communautés qu'on essaie de faire justement pour être toujours proche des communautés et permettre aux communautés de poser leurs questions, même si au niveau du comité de gestion, il y a des représentants communautaires qui participent toujours à tout ce que nous faisons, mais cela n'empêche pas, on va au niveau auprès des communautés, auprès des communautés.
population pour discuter, pour prendre leurs opinions, pour essayer justement de faire en sorte qu'ils s'approprient ce travail. Donc on fait des activités de reboisement d'aménagement des terrains dégradés, d'aménagement des côtes et de tout ça, avec les communautés. Là, c'est dans un village du parc national de Moélie. Là, c'est juste à côté du lac. Donc, ce sont des travaux à l'initiative. Là, c'est pour lutter contre l'érosion côtière dans un village du parc. Il y a vraiment la population locale qui s'était investie dans cette activité. Ce sont des actions qui sont vraiment... les communautés se l'approprient, les acteurs se l'approprient, et ça nous donne vraiment de l'énergie et de la motivation pour continuer. Donc, toujours sous l'égide de Mme Rainati, on a mis en place le repos biologique des poulpes. Donc, c'est vraiment important pour nous, pour qu'il y ait de la pêche durable, on essaie d'impliquer aussi les communautés. Initialement, on avait commencé avec un seul village. Mouchtadi, notre responsable de l'environnement marin côtier, qui est aussi beaucoup investi dans cette activité. On essaie de faire en sorte, au début, il n'y avait qu'un seul village qui avait accepté de faire le repos biologique des poulpes. Mais par la suite, lorsqu'on a vu les résultats, il y a eu d'autres villages qui sont venus demander parce que ce n'est pas obligé. D'autres villages, et maintenant on est à combien, madame, de villages? 17 villages, je crois. On est parti de ce village en 2017 et maintenant on est à 17 villages. Nous savons que dans l'île, on a 24 villages. Donc c'est presque toute l'île. Alors, on accompagne aussi les femmes rizicultrices qui sont dans la zone de Médjélé. On les accompagne dans leurs activités. On accompagne aussi, là, ce sont des apiculteurs, associations d'apiculteurs, qui nous accompagnent aussi. On essaie vraiment d'être aux côtés des structures associatives, aux côtés des communautés, pour permettre justement de faciliter cette acceptabilité sociale. Je suis vraiment désolé d'avoir été un peu long, c'est le dernier. Donc, quels sont les enjeux et les grands défis à relever pour le Parc national de Moélie et ses partenaires? C'est surtout la stabilité financière et technique du Parc national de Moélie. Vous devez le savoir, le premier problème, le plus grand problème, c'est l'instabilité financière au niveau de l'exécution. Ça pose vraiment un problème. Depuis déjà le 30 décembre 2023, on avait un projet CKM 1074 qui arrivait. Normalement, à partir du mois de juillet ou peut-être un peu plus tard, il doit y avoir un projet CKM 1151 qui doit commencer, ce projet qui s'appelle le paradis. Mais là, durant cette période, on est dans une période de transition, on est en difficulté. Depuis 2023, tous les cadres du Parc national de Moélie ont accepté de réduire de 27% du salaire pour permettre de pouvoir continuer leurs activités. On a été obligé, après la fin du projet CKM 1074, de réduire nos effectifs, ce qui est dommage parce que c'était insuffisant déjà avant la réduction. On a ces difficultés. Alors, parmi les problèmes auxquels nous faisons face, il y a aussi la croissance démographique de la population locale. Ça pose problème, parce que plus il y a la population qui s'augmente, les ressources qui sont là, donc il y a la pression aussi sur les ressources, et ça pose vraiment problème. Alors, il y a le schéma d'aménagement du territoire de l'île de Moélie et son articulation sur le territoire. Déjà, c'est un enjeu de voir quel rôle pour le PNM, ça se dessine déjà, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Et puis, ce problème de concilier conservation et développement, qui n'a jamais été une tâche facile, mais on essaie de faire avec, mais c'est un des problèmes fondamentaux au niveau du Parc national de Moélie. Il y a la gestion des déchets, ça vous le savez autant que nous, c'est une problématique fondamentale au niveau de l'île de Moélie, qui est depuis 2020 préservée de l'atmosphère. Mais nous savons qu'on va réussir avec votre appui, nos partenaires. Et puis, il y a la fameuse réserve de biosphère de l'UNESCO, sa gouvernance, son fonctionnement, qui vont vraiment de façon pas facile, mais on essaie de faire avec, en cherchant des solutions. Il y a déjà le RENAP
fait les efforts dans leur ligne budgétaire de prévoir quelques activités pour la réserve, le parc national de Moni de même, mais ce n'est pas toujours facile. Et c'est là que s'achève mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Cheikh. Ben, moi je vais prendre la suite. Parce qu'enfin, je remercie Cheikh pour vraiment avoir bien présenté la situation à Moélie. Et ça va nous amener à ça justifie un petit peu le thème qu'on a voulu donner à cette école, qui est la gouvernance. Je me souviens d'un projet précédent où on avait des gestionnaires. Et aux gestionnaires, on leur a demandé de décrire la gouvernance au quotidien. Qu'est-ce que c'était la gouvernance au quotidien? Et les gens n'étaient pas à l'aise. Et c'était un peu normal. Parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la plupart des gens qui géraient les aires protégées avaient une formation de biologiste. Et quand on attaquait sa formation de biologiste, on dit je vais travailler dans une aire marine protégée, donc ça va être super, je vais faire des suivis biologiques. Je vais suivre les récifs coralliens, je vais compter les poissons. Et puis on se retrouve à s'intéresser à la stabilité financière, des problèmes à se dire la croissance démographique et une pression sur les ressources. Comment on fait? Et là, je vais vous ramener à une définition de la gestion environnementale. Bien souvent, les gens disent, moi, je vais gérer l'environnement. Donc, c'est une histoire de rapport entre l'homme et la nature. Eh bien non. C'est un problème de rapport entre les hommes à propos de la nature. Ça veut dire que quand vous êtes gestionnaire, vous allez avoir à vous préoccuper du braconnage, mais aussi à vous préoccuper des futures élections. Parce que si vous vous dites, là pour l'instant, les élections du gouvernorat ou de la région, de la ville, moi, dans toutes les aires protégées que je connaisse, les aires protégées sont un peu vulnérables aux faits politiques. Et donc, il faut un peu anticiper ça, en se disant, il y a des moments où on va avoir des élus qui vont être favorables à l'aire protégée, qui vont être favorables à la protection de la biodiversité, et puis à d'autres moments, ce ne sera pas le cas. Comment je fais? Là, ce n'est pas vos études de biologie marine qui vous aident à ça. Et actuellement, on est face à je ne dis pas une injonction internationale, mais quand même un petit peu. Vous avez la biodiversité est gérée, et pilotée un petit peu, ou plutôt, je voudrais dire qu'il y a du lobbying vis-à-vis de la biodiversité au niveau des Nations Unies à travers ce qu'on appelle la Convention sur la diversité biologique. Cette convention-là, c'est une des 3 grandes conventions qui a été faite au sommet de la Terre de Rio en 92. Il y a la plus connue des conventions, c'est celle sur le changement climatique. Il y en a une sur la désertification et l'autre, c'est sur la diversité biologique. Et il y a des plans stratégiques. Déjà, le plan stratégique 2010-2021, qu'on appelle Objectif d'Aichi, parce que ça a eu lieu au Japon, disait on doit mettre pour 2021, chaque pays doit avoir 10% de sa ZEE en aire marine protégée et 17% de sa superficie terrestre en aire protégée. Et là, le nouveau plan qu'on appelle Montréal, qui est sorti en décembre 2022, qui, en 2030, on devrait avoir 30% des océans et 30% de la surface terrestre en aire protégée. 30%, un tiers des Comores. Et donc, les gestionnaires, on va avoir un boulot considérable. C'est pour ça que s'intéresser véritablement à la gouvernance, c'est essentiel. Parce qu'il ne s'agira pas uniquement de suivre les petits poissons et les arbres, ça va être à s'occuper du braconnage, à discuter avec les politiques. Et puis, ici, vous êtes un cas particulier. C'est ça qui est bien. C'est que vous êtes un parc qui englobe l'ensemble de l'île, pratiquement. Quand je prends la réserve de biosphère et le parc national, il y a aussi des bassins versants. Dans la plupart des aires protégées des îles hautes que je connaisse, les aires protégées ne sont que marines. Or, si vous êtes dans une île haute et que vous faites une aire protégée, c'est bien mignon. Mais la durabilité de votre récif corallien, sa viabilité, elle ne dépend pas uniquement de la gestion que vous allez faire sur le milieu marin. Vous allez dire, on a interdit la pêche, on va limiter, je ne sais pas, le tourisme, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent sur les bassins versants. Il pleut, on utilise des pesticides, il y a de l'érosion. Quand vous avez beaucoup d'érosion, la charge terrigène arrive et vous savez, les récifs coralliens, c'est une association entre un animal et un végétal. Et si le végétal n'a pas de lumière, ça ne marche pas.
on a un blanchissement du récif corallien. Donc on est obligé pratiquement d'avoir une espèce de gestion intégrée des zones côtières associée à l'aire protégée. Et ça aussi, pour faire une gestion intégrée des zones côtières, vous, gestionnaire de l'aire protégée, il va falloir discuter avec les élus qui sont en amont, discuter avec les agriculteurs, etc. C'est un boulot qui est bien au-delà de ce que vos études de biologie marine vous ont fait. Et donc ça c'est un vrai souci. Alors en préparant cette intervention-là, j'ai retrouvé par hasard l'expertise que j'avais coordonnée, ça fait bien longtemps, en 2000, sur c'était l'évaluation mi-parcours du projet de conservation de la biodiversité au Comores et développement durable qui a permis de lancer le parcours. Et donc il y avait une phrase qui m'a étonné, enfin, vous voyez, déjà quand on regardait, et je pense que ça montre que la situation, ça donne un peu d'espoir. Donc en 2000, on écrivait ça, on regardait les statistiques. On disait, du début des années 70 au milieu des années 80, 73% de la forêt primaire d'Anjouan, 53% de celle de Moëli et 36% de celle de la Grande Comore ont disparu. C'est ce qui se disait à l'époque. Chaque année, la déforestation touche 500 hectares en Comore. À ce rythme, plus aucune forêt primaire ne subsistera aux Comores vers 2010-2015. Bon, alors vous allez me dire, ah mais ça c'est un peu catastrophique. Alors, c'est quand même cette histoire de 500 hectares, si on la prolonge dans le temps, ça nous amène à ça. Ça veut dire que, en fin de compte, il faut toujours avoir un peu confiance en l'homme. Ça veut dire que la déforestation a été moins forte que ce qui était prévu. Et je pense que la création du parc Moëli a aussi amené ça. Parce que c'est aussi une conscience environnementale qui s'est mise en place avec la mise en place du parc marin. Parce que je me souviens aussi, le parc marin fonctionnait tellement bien au départ que toutes les communes venaient voir le parc marin en disant on a à gérer, on a des problèmes de foncier, de forêt, donc le parc marin ne faisait pas que la mer, etc. C'était devenu un organisme de gestion du territoire. Ce que vous êtes d'ailleurs maintenant, puisque la réserve de biosphère est un organe de gestion du territoire, le parc national est un organe de gestion du territoire, et donc là, je pense que Moëli était des seuls endroits au monde où la gestion du territoire est placée sous le signe de la biodiversité, mais comme dit Chek, c'est la grande difficulté, comment concilier économie et écologie, parce que y a une pression démographique, du travail, etc.